Puis ça va tellement progressivement. Au début, on saute dans le sable. Enfin, tu dois Ouais. connaître. Du coup, après, tu sautes la hauteur du tapis. Après, t'as sauté ta hauteur. C'est un truc de fou. Et après, ça va crescendo. Il était vraiment très sûr de lui. Il me disait, bah, tu prends cette perche, tu vas voir, ça va marcher. Effectivement, je prenais cette perche et ça marchait. Ou voilà, j'ai explosé au mois de février. Après le All-Star, j'ai arrêté, quoi. J'étais sur le sautoir, mais j'étais même plus concentrée et c'était même plus moi. Alors moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être concentrée. Et là, j'avais perdu complètement qui j'étais, pourquoi je faisais ça, pourquoi ça marchait pas. Donc j'ai vraiment explosé par rapport à ça. À la fin, j'avais peur vraiment d'être tétraplégique, j'avais peur de mourir. Genre, je savais pas si j'allais rentrer chez moi vivante le soir. Enfin, presque, ça m'était arrivé là. Il y a une perche pendant 10 ans, j'ai mes épaules qui ont tout le temps été contractées. Et vraiment, arriver à courir voir la fille, c'est un peu plus. Ouais, ça c'est compliqué. Je passe de la perche où j'avais un petit niveau à finalement je suis sur 400. Je suis avec des filles qui ont parfois presque 10 ans de moins que moi et je suis derrière elles. Donc cette position elle était dure et elle est toujours dure à avoir. Et c'est cette partie aussi d'apprentissage qui me plaît parce qu'en fait il y a des choses où il faut réfléchir et il n'y a pas juste à courir et avoir mal. Non, on peut essayer des petits trucs aussi en parallèle, quoi. Bienvenue dans Hors Normes, le podcast qui décrypte le parcours des athlètes français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elina Dialurachi, une athlète au parcours hors du commun. En 2021, elle est championne de France élite du saut à la perche, mais elle prend une décision radicale à 23 ans, changer de discipline. Elle se met donc aux 400 mètres et doit recommencer de zéro pour essayer d'aller chercher une nouvelle fois le haut niveau. Dans cet épisode, on plonge dans le côté psychologique de cette reconversion. Pourquoi abandonner une carrière prometteuse? Comment surmonter la peur du changement? On parlera aussi de son parcours, de sa préparation et de ses ambitions pour cette nouvelle discipline. N'oubliez pas de partager cet épisode autour de vous, de liker, de commenter et de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute! Elina, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir encore une fille sur cette émission parce que c'est pas toujours facile d'avoir des athlètes féminines qui sont OK pour discuter. Je sais pas pour quelle raison, Ouais, c'est mais, bizarre. mais ouais, souvent, je sais pas si c'est une question de peur ou je ne sais quoi, mais c'est pas aussi simple que les mecs. Ok. Tu es coureuse de 400 mètres maintenant, ancienne perchiste. Mhm. Si je me trompe pas, tu as commencé par de la Ouais, gymnastique c'est à ça. Marseille. C'est ça. Puis le saut à la perche, tu es devenue championne de France élite en 2021. Donc tu étais assez jeune puisque tu es de 2003 du coup. 2001. 2001. 2001, ok. Quand même. 2001, donc tu avais 22 ans quand même, donc c'est hyper jeune pour une... Même Ça, pas. 22 ans, même pas 20 ans. J'avais 20 ans, ouais. 20 ans. T'avais 20 ans, waouh, ok, trop forte. Même pas. Ah ouais, parce que t'es né de... Ouais, en j'étais au quelle mois année? de mai. Ouais. Waouh, incroyable. Incroyable, incroyable. Et écoute, je te propose d'abord nous raconter qui tu es, d'où tu viens, et puis après on parlera un petit peu de perche et on finira par le 400. Mais explique-nous dans quel environnement tu as grandi et comment tu es arrivé à faire du saut à la perche. Donc, moi, je suis née à Marseille. Je suis issue d'une famille de judokas. Mon père, ma mère, mon frère, mes grands-parents, enfin vraiment toute la famille. Et puis finalement, j'ai commencé par faire du patinage artistique et plus ou moins au même moment de la gymnastique. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je suis allée au saut à la perche un peu par hasard parce que mon père connaissait l'entraîneur de sprint et m'a dit ah tu veux pas essayer. Moi j'étais un peu plus sur il connaissait pardon l'entraîneur de perche et moi je voulais faire du sprint, mais l'entraîneur de perche m'a dit ah t'inquiète pas, du sprint on va en faire et tout. Et c'est vrai qu'on a fait du sprint mais pour la perche. Et puis j'ai rapidement progressé et jusqu'à monter à Clermont-Ferrand après par la suite pour rejoindre le pôle France de perche et Philippe Dancos. Et puis il y a un an, j'ai choisi de me réorienter sur du 400 mètres, du coup. Ok. Donc là, tu as rejoint le groupe de filles d'Ancos en quelle année à peu près 2020, été 2020. d'accord. Et c'était à quel âge que tu as commencé l'athlé et la perche? 13 ans à peu près. Ah ouais, vachement tôt, ok. Ben, oui et non, parce que ça fait minime en fait. Et Ouais, ouais, ça doit faire minime à peu près. Et la plupart des personnes font du baby athlé, voire commencent en benjamin. tout à C'était pas fait. si tôt finalement que ça. C'était pas tard non plus, quoi. Et donc à cette époque, tu t'arrêtes complètement la gym pour faire de la perche ou tu Ouais. faisais les deux? En fait, j'ai été au pôle du coup de gym en
sixième, cinquième. Après, j'ai arrêté le pole. J'ai fait une année de transition où je faisais un peu de la gym en club et j'ai commencé la perche vers la fin de l'année. Et l'année d'après, j'ai arrêté la gym et je me suis mis dans la perche à fond. Ouais, donc depuis petite, en fait, t'es à balle dans le sport Ouais. de haut niveau, que ce soit la gym ou la perche, tu passes de l'un à l'autre, quoi. Ouais, ben la gym, ça commence hyper tôt en fait. Pour le coup, vraiment à 7 ans, je m'entraînais déjà 20 heures par semaine. Donc, Wow. ouais, c'est un autre monde que celui de l'athlète finalement. Et donc, ça m'a permis d'avoir une petite carrière, si on peut appeler ça comme ça, en gym, et après de basculer sur de la perche. Wow. Est-ce que c'est un peu la suite logique de faire de la perche en athlée après avoir fait de la gym? Ouais, je pense. Je pense Ouais. que les gymnastes s'orientent, on va dire, vers du trampoline, du plongeon et du saut à la perche. Il y a quand même toute cette partie acrobatique qu'on peut retrouver en athlée. Du coup, toi, la partie technique, c'était un petit peu plus simple qu'une personne lambda pour arriver à bien renverser, ou des choses comme ça? Ouais, ouais, je pense parce que j'avais déjà tous les repères dans l'espace. Les sensations étaient assez fines dans mon corps pour arriver à me dire, ok, ben là je dois tendre mes bras, là je dois renverser. Et puis bon, ben, quand on arrive de la gym, on a fait des choses qui font très peur et finalement l'appréhension qu'on peut avoir à la perche, ben, au début elle y est pas, elle y a été après du coup. Mais au tout début, on se dit, ouais, ça va, je vais sauter 2 mètres par rapport à faire des saltos sur la poutre, ça Ouais, ça allait. va. Ouais, ouais, et c'est un peu ironique hein, avec la fin de ma carrière, mais le début, ouais. Ouais, t'as pas cette appréhension, hein. Non. C'est de la nouveauté, donc tu penses que Ouais. à kiffer, quoi. Puis ça va tellement progressivement. Au début, on saute dans le sable. Enfin, tu dois Ouais, connaître. Du coup, après, tu sautes la hauteur du tapis. Après, t'as sauté ta hauteur. C'est un truc de fou. Et après, ça va crescendo, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, t'es jamais revenu à faire de la gym ou t'en refais pour le plaisir? Pas du tout, du tout. Non, non, non. On va dire que chaque année, je regarde si je sais toujours faire un salto sur la plage l'été. Mais ça s'arrête là, quoi. Pour te rassurer, ok. Ouais, c'est ça. Tu te dis au moins toutes ces années, c'est pas perdu. Et voir jusqu'à quel âge je le tiendrai. Mais c'est vrai que cette année, en ayant bah, plus du tout de partie acrobatique, mon salto de cet été, je stresse un peu plus, tu vois. Ça s'oublie pas, c'est comme le vélo, je pense. J'espère. Il faut oser. Ok. Pour quelle raison, du coup, tu as choisi de partir au Pôle France avec Philippe Dancos? C'était le seul à cette époque, Pôle France là-bas, je sais même pas s'il y en a plusieurs d'ailleurs. Non, non, en plus c'est un PNPO exactement. Il y avait l'INSEP, après je sais pas bien les pôles qu'il y avait. Grenoble m'intéressait aussi, mais en fait je voulais partir de Marseille. Ça se passait très bien avec mon entraîneur, mais c'est vrai qu'on n'avait pas de salle. La salle était à Miramas et donc de Marseille ça faisait quand même 1 heure et demie. Puis j'avais mes études d'un côté, fallait que j'aille au stade de l'autre. J'habitais à un autre endroit, vraiment tout était un peu éparpillé. Donc je voulais une salle et je voulais un entraîneur qui connaisse aussi le haut niveau. Et puis j'avais cette petite envie de partir de chez moi. Et donc j'avais regardé les endroits où il y avait une école pour pouvoir continuer mes études et un entraîneur qui m'intéresse aussi, quoi. D'accord. Et tu faisais quoi comme étude justement à cette École période d'- du coup? J'étais en prépa intégrée à ce moment-là et Ok. là, en école d'ingé. Hop, pardon. Ok. École d'ingé que tu as pu poursuivre du coup en parallèle Ouais, d'être rentré dans ce pôle à Clermont. oui, je l'ai aménagé en 8 ans. Ah oui. Ouais. C'est quoi comme école? J'étais à Polytech à Marseille, après j'ai fait un an à Polytech à Clermont, et après je passe à Sigma, et là je la poursuis à Montpellier l'année prochaine. Waouh. Ok. C'est le cursus que tu as choisi qui te permet de séquencer en autant d'années ou c'est... Ouais, Oui, ben déjà en fait faire une école d'ingé en 5 ans et en s'entraînant à côté, c'était pas possible. bien Surtout sûr. la prépa intégrée, même si c'est une prépa intégrée et pas une vraie prépa où il y a un concours, il fallait quand même travailler et j'aurais pas pu mener les deux de front et en termes d'horaire, en termes de stress aussi, donc ça m'a permis d'avoir cette voie de secours des études finalement. Ouais, d'accord. Et t'as jamais pensé à partir dans une structure genre aux États-Unis ou des choses comme ça qui auraient pu te Euh, permettre de concilier deux plus simplement? Ben, on m'avait démarché à un moment donné, et puis en fait, moi en tant que sudiste, j'aimais bien être proche de ma famille, Ouais, je comprends. peu, un peu être dans mon cocon. Alors bon, je suis quand même partie à Clermont hein, pour Ouais, une Marseillaise. L'adaptation était dure, mais les États-Unis, ça faisait quand même très loin. Là, je veux dire, à Clermont, s'il y avait un truc qui allait pas, bon, ben, je faisais 5 heures de route. C'est 5 heures, mais ça va, ça reste possible. J'avais pas besoin de hmm, prendre un avion. Mais c'est vrai que finalement, avec tout ce qu'on entend sur les États-Unis, leur façon de voir les choses, leur mentalité, qui finalement, là, m'intéresse de plus en plus. Mais le problème reste le même, partir loin.
Ouais, partir loin, ouais. C'est un choix pas facile, mais c'est bon. T'as priorisé tes objectifs et ça a plutôt marché pour Oui, toi, en tout cas, moi je pense que c'est ouais, une c'est cool. question d'équilibre finalement. Mhm. Peut-être qu'aux États-Unis, la mentalité est différente, il y a un peu plus dans les clichés ce rêve américain. Mais s'il n'y a pas l'équilibre de ma famille, bon, ça me servira. Enfin, je sais pas, ça me Ouais, servira à rien, mais voilà, j'étais moins partante pour ça, quoi. d'accord. Je comprends, je comprends. Du coup, 2020, t'intègres le pôle. Mm, Tu es championne de France en 2021, donc un an après. ouais. Est-ce que ça a été un peu un déclic en rejoignant Philippe Dancos de t'entraîner peut-être différemment, je sais pas, qui t'a amené à ce titre? Bon, je pense que déjà, il y avait quand même une partie du travail qui a été fait avec mon entraîneur sur Marseille. Après, ce que j'aimais chez Philippe, c'était, il était vraiment très sûr de lui. Il me disait, bah, tu prends cette perche, tu vas voir, ça va marcher. Effectivement, je prenais cette perche et ça marchait. Ou même pour le vent, on sait qu'en tant que perchiste, le vent, c'est un truc qui nous traumatise un peu. Et là, je regardais même plus la manchère, vraiment, je le regardais lui. Et puis, il me faisait ça pour le vent, il descend. Et il me disait quand je peux y aller. Donc, vraiment, c'était intéressant. Et puis, bon, il a quand même une connaissance du haut niveau qui est hors norme, quoi. Hmm. Donc il y avait d'autres filles qui s'entraînaient avec toi sur ce pôle? Il y avait une seule fille, Charlotte Chiva, je sais pas si ça dit quelque Ouais, chose. de nom, ouais, carrément. Mais non, sinon, on était que deux filles. Gros groupe de garçons. Oui, Si je me trompe pas, t'as déjà fait des stages à Chula Vista? oui, deux fois, ouais. Ok. Est-ce que tu connais Jason Hinking? Je pense, oui, oui, oui. Ah, qui habite juste à côté. Qui est le mari de Mélissa, de Ah, mon fils. exact, Oui, je exact. le connais. Mais il m'avait parlé de toi, parce que j'y étais l'an dernier chez lui, et il me semblait qu'il m'avait parlé de toi, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, ouais, bah, à chaque fois qu'on est allé aux États-Unis, on l'a vu. Ouais, avec le reste du groupe Ouais. de perchistes. Ok, petite parenthèse. J'espère qu'il n'a pas dit du mal de moi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, mais ils adorent recevoir des Français sur des perchistes parce que c'est des perchistes eux-mêmes. Donc, Ouais, et puis franchement, super sympa. Ils achetaient du fromage exprès pour nous. Enfin, vraiment, ils faisaient les choses en grand. ouais, ils sont trop sympas. Trop sympa. Mélissa, si t'écoutes, je t'enverrai cet épisode. Euh, ok, donc 2021, championne de France. Derrière, tu continues combien d'années du coup avec Philippe à Euh, Clermont? donc, je arrive le 20 juillet exactement 2020 à Clermont. Je fais toute la saison hiver plus été. J'en fais encore une. Et la troisième année, ben, juste après les États-Unis, je vais avec Anaïs. La ville. Ok, au même endroit à Clermont aussi? Oui, 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 exactement. Ok. Donc parce qu'il y a deux groupes, pour bien comprendre, il y a le groupe de Philippe et le groupe d'Anaïs. Il y a beaucoup de groupes et Anaïs s'était mise un peu à entraîner. J'avais hésité à aller à Nice avec Sébastien Reisorfer parce que bon, ça allait plus très bien à Clermont. Je commençais à pas piquer, donc ça c'était compliqué dans le groupe. Et puis voilà, j'avais un peu besoin d'autre chose. Et puis finalement, Anaïs m'avait pris un peu sous sa coupe. Elle était patiente. Voilà, ça m'a un peu sorti de, des tréfonds où j'étais, quoi. Et j'arrive à faire troisième l'été avec aux France avec une perf un peu anecdotique, mais j'ai l'impression de ressortir un peu la tête de l'eau, quoi. D'accord. Donc là, ce travail féminin t'a fait du bien de partir Ouais, avec quelqu'un qui comprend un peu mieux tes problématiques. ça a été bien l'été. Et après, j'avais décidé de continuer la collaboration avec elle ben, l'année dernière, en fait, sur l'année Mhm. 2023-2024. Et puis ben, finalement, ça l'a pas fait pour plein de raisons différentes. Mais voilà, j'ai explosé au mois de février. Après le All-Star, j'ai arrêté, quoi. D'accord. Donc t'as vraiment arrêté la perche par, on peut dire, un burn-out un petit peu de la Je pense, discipline. je pense, on n'a jamais vraiment mis les mots dessus, mais oui, c'est exactement ce qui s'est passé. Est-ce que t'arrivais plus à piquer notamment ou c'était de J'arrivais peur plus de... à piquer, j'avais plus de sensations, j'avais plus de repères. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne quand même beaucoup aux sensations. Une fois que j'ai intégré dans ma tête ce qui doit se passer, globalement, j'arrivais à le reproduire. Et là, ben, finalement, j'étais un peu allée chercher des conseils à droite à gauche et on me disait, ouais, mais tu réfléchis trop. Et l'erreur que j'ai fait finalement, c'est d'écouter les autres et de me dire, ben ouais, je réfléchis trop. Donc finalement, j'étais sur le sautoir, mais j'étais même plus concentrée et c'était même plus moi. Alors moi, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'être concentrée. Et là, j'avais perdu complètement ben, qui j'étais, pourquoi je faisais ça, pourquoi ça marchait pas. Donc j'ai vraiment explosé par rapport à ça. Est-ce que, si je me trompe pas, à la perche, il y a deux personnalités un peu différentes où il y a les perchistes qui sont un peu mécaniciens où ils appliquent, voilà, ils sont sur 12 sur 16 foulées, peu importe. Ils courent, ils piquent, ils sautent, et c'est très Mm. mécanique. Et il y a d'autres où il faut qu'ils sentent
Il faut qu'ils se sentent dans des conditions optimales à 100% pour pouvoir piquer, sauter, faire des choses un peu comme toi, du coup, qui marche à la sensation. Je sais pas s'il y a vraiment deux écoles et on peut dire ouais, il y a ceux qui sont au feeling et ceux qui ont besoin de réfléchir. Finalement, moi avec les gars, j'avais vraiment l'impression de réfléchir et que eux c'était au feeling. Mais maintenant, D'accord? avec un peu de recul, je me dis ben non, non, en fait ils sont concentrés. Oui, il y a du feeling, mais le feeling il y est parce qu'ils ont réussi à automatiser des choses en fait. Hmm. Et moi après c'était parti de je voulais changer une partie de mon présenté parce que justement j'étais toujours un peu au dernier moment à me dire bon j'avais mes repères d'avant, j'avais mes repères une fois que j'avais décollé, mais je présentais à chaque fois au dernier moment en me disant bon ben allez j'y vais pourvu que ça passe quoi. Et, et j'avais voulu un petit peu plus travailler sur ça pour prendre des plus grosses perches, pour être plus sereine et pouvoir plus m'engager en fait dans se présenter. Ok. C'est quelle partie qui te faisait le plus peur? De... Parce que même ta peur, c'était quoi exactement? T'avais une peur de te faire mal? À la fin, oui. À la fin, j'avais peur vraiment mais d'être tétraplégique, j'avais peur de mourir, genre je savais pas si j'allais rentrer chez moi vivante le soir. Enfin presque, c'en était arrivé là. Et pourtant, comme je disais tout à l'heure, j'arrivais de la gym où j'ai fait des choses, mais finalement que pas beaucoup de personnes auraient pu faire ou étaient capables de faire d'un point de vue de la peur, même si j'avais peur quand je les faisais en gym. Et en fait, c'est arrivé progressivement parce que on va nous dire ah bah oui bah là t'as peur, mais non j'ai pas peur. Mais si t'as peur, bon bah au bout d'un moment tu finis par te dire ah ouais peut-être qu'en fait j'ai peur et puis la peur devient réelle à la fin. Après, j'ai aussi fait des sauts un peu suicides, entre guillemets. À la fin, je me suis dit, bon, bah, tant pis, on verra bien ce qui se passe. Et vraiment, je me disais que tu cours, tu piques. Et puis, enfin, c'était même pas tu cours, tu piques, c'est que tu cours, tu plantes et tu tends tes bras aux oreilles, quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, j'en ai réussi à piquer quelques-uns comme ça, mais c'était vraiment compliqué. C'est pas maîtrisé, ça devient dangereux parce que t'as pas Oui, oui, complètement. 100% confiance en ce que tu fais, quoi. Ouais. Et tu dis que du coup, les paroles des autres t'ont fait évoluer, enfin, t'ont un Hum. peu dirigé dans ta manière de penser, Oui, je pense que j'étais pas, négativement. ouais, j'étais pas assez forte, j'avais pas assez confiance en moi, j'avais pas une estime de moi assez grande finalement pour arriver à me dire, bah non, eux ils pensent comme ça Hmm, marche peut-être pour eux. Et puis à chaque fois, ça partait de quelque chose de bienveillant, hein, ils étaient là bien sûr. pour m'aider. Et puis finalement, en fait, ça me correspondait pas. Et puis plus on me disait de pas réfléchir, soit je compensais en réfléchissant vraiment trop. Soit je me disais bon bah tant pis je réfléchis pas mais ça marchait pas parce que j'étais pas concentrée. En fait, il faut faire la différence entre réfléchir, se poser des questions et être concentré et avoir cette notion de feeling, finalement, de sensation qui roule, quoi. Hmm. Ouais, je vois complètement. T'étais accompagné par quelqu'un d'extérieur à tout ça? Oui, oui, ben, j'avais fait beaucoup de prépa mentale. Après, j'avais vu des psychologues. J'avais vu une psychologue, d'ailleurs, que je vois maintenant. Et en fait, je m'étais un peu rendu compte aussi en faisant les séances avec elle que finalement, la perche, ben, moi, j'aimais pas tant que ça. Enfin, voilà, j'avais atterri un peu par hasard. J'étais forte, donc ça me plaisait parce que j'étais forte. Mais moi, je me disais pas, ah ouais, on est en stage, là, j'ai trop envie d'aller sauter. Non, c'était pas ma manière de penser, quoi. Après, j'ai découvert aussi que le plaisir, finalement, il peut ne pas être que dans l'activité, mais justement la performance, ce qu'on peut ressentir après, avant l'entraînement. Il y a plein de formes de plaisir qui sont différentes. Carrément, ouais, tout à fait. Mm. Tout à fait. Et c'est hyper intéressant tout ça parce que je pense que t'es pas la seule dans ce Non, cas de c'est ça. figure qui est un peu traumatisée par, parce que c'est une discipline dangereuse, faut le dire. Oui, Et c'est difficile de... Tout le monde a des passages un peu à blanc, avec des moments de doute, etc. Et c'est difficile de passer outre. Et toi, ce que tu as fait, c'est hyper fort. En tout cas, j'ai l'impression aujourd'hui, t'as compris d'où venait le problème et tu as fait un choix qui est radical, mais tu as fait un choix de ta propre volonté qui est de changer de discipline. Et je pense que ça t'a fait aussi beaucoup de bien dans ta tête à oui, te oui, dire, bon, forcément. ben, stop et j'arrête ça et je commence autre chose. Et ouais, je trouve ça, franchement, chapeau. Mais c'est qu'en fait, le mental dans le sport ou dans la perche, c'est un peu tabou. Et enfin, tu sais, quand tu sautes à la perche, si tu piques pas, ah non, mais c'est parce que t'es une fille, ah non, mais tu piques pas, t'as pas de mental. Ben non, non, ça a rien à voir avec ça. Enfin, c'est juste, oui, chacun a des phases compliquées. Il faut arrêter de faire l'autruche. Les problèmes, ils existent, mais c'est pas parce qu'il y a un problème que on est englué dans ce problème. On peut le régler aussi, en fait. Et moi, je pensais trop que j'étais engluée et que c'était pas possible de le régler. Et, bon, je suis quand même très contente d'avoir changé, mais j'avais pas la même façon de voir les choses il y a un an et demi et maintenant. Ouais, je vois. T'as mis combien de temps à faire mûrir tout tout ça et cette décision de changer de discipline? La décision de changer.
bon, c'est quand même arrivé assez vite. Disons qu'en octobre 2023, j'avais déjà une petite idée je commence à regarder du 400 mètres, je commence à regarder comment il fallait s'entraîner. Après, cette réflexion sur mon vécu à la perche, enfin, c'est en continuité et je pense que même là, j'ai pas encore compris exactement tout ce qui s'était passé et que ça viendra avec les années et si j'ai envie de le comprendre aussi, en fait. Bien sûr, bien sûr. T'as eu un accident à la perche, Non, pas un spécialement. choc, rien? Non, un truc qui m'avait perturbé, c'est une fois j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi. Bon, j'avais lâché la perche m'avait pas bien renvoyé, j'avais essayé des nouvelles perches, mais j'avais pas compris ce qui s'était passé. Et en fait, ça a été une petite perte de confiance dans mes sensations. C'était le fait de pas comprendre. Et je pense qu'à ce moment-là, au lieu de passer l'éponge et de me dire ah c'est pas grave, je verrai la prochaine fois, j'aurais dû essayer de comprendre un peu plus pourquoi ça avait fait ça, parce que finalement, ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi et en mes sensations. Et après, ça a été un effet boule de neige. Ouais. On peut pas revenir en arrière malheureusement, mais c'est vrai que des fois il y a des choses techniques qu'on comprend pas forcément à la perche Non, non, c'est et sûr. qui sont dures à maîtriser, Mais quoi, tout simplement. c'était même pas de la technique, c'était dans mes sensations à moi. Après, en fait, je revenais de vacances. Il y avait plein de circonstances, quoi. J'avais coupé 3 semaines, je devais me rentraîner pour les championnats de la Méditerranée. Et puis, en fait, pour moi, c'était important aussi de couper parce qu'après, je reprenais en septembre avec les cours. Donc, j'avais vraiment cette période-là qui était importante, mais je sens que j'avais pas coupé assez. J'avais pas été prise aux Europes l'été pour quelques points au niveau du ranking. Enfin, il y avait eu plein d'histoires un peu à ce moment-là et c'est dur de toujours pousser et parfois il manque pas grand-chose pour avoir un peu de retour sur investissement, j'ai envie de dire. Bon, ça fait partie du jeu aussi, Ouais, mais voilà. c'est la clé, ça. Ouais, Ça, c'est le c'est sport en le général. sport ingrat. Ouais, complètement. Faut l'accepter, il faut faire avec, quoi. Ok, du coup, 2024, tu décides de passer au 400 mètres à 100%, tu tournes la page. Euh, Tu dis que ta première séance de 400, elle était catastrophique, Oui. mais que tu étais heureuse. Ouais. Euh, Pourquoi le 400 mètres et pas le 100 mètres? Toi qui aimais le sprint petite. Le 400, c'est du sprint, déjà. Oui, c'est du sprint, mais long. Non, c'est du sprint lent parce que je trouve qu'il y a plus de choses à travailler. C'est peut-être faux, hein. Mais dans mon imaginaire à ce moment-là, il y avait plus de choses à travailler sur 400 parce qu'il y a plus de filières que sur 100 mètres où il y a un peu plus cette question de génétique et de se dire bon ben soit je suis rapide, soit je le suis pas. C'est assez binaire, et je pense pas que ce soit totalement vrai non plus. Mais sur 400, bon ben il y a de la vitesse pure, il y a de la résistance vitesse, il y a une partie aérobie, il y a toute la partie finalement lactate. Donc ça faisait plein de choses à travailler. Je m'étais dit que du coup, moi qui aimais bien m'entraîner et travailler, c'était une discipline qui pouvait me convenir, quoi. Ok, ouais, trop bien. T'as déjà fait, j'ai regardé un petit peu ta fiche I2AF, t'as déjà fait du 4H aussi, Oui, une fois, il y a l'année longtemps, sur les dernière. interclubs peut-être? Ouais, ouais, c'est ça. C'était l'année dernière, ils m'avaient demandé, ils avaient compris que je voulais pas faire de perche aux interclubs, et ils m'ont dit, ah, on a un trou au 4H. Si vous voulez, je m'en fiche tant que je fais pas de la perche, ça m'ira. Ok, et donc t'as préféré le 400 plat au 4H? Ça t'a traumatisé le 4H aussi? Non, non, du tout. Bah, le 4H, c'est sympa aussi. Je m'interdis pas un jour de faire du 400 mètres haies, mais là, Ok, j'ai d'abord besoin de progresser sur du plat aussi, quoi. d'accord. Ok. Si je me trompe pas, t'as fait une sortie il y a une semaine ou Ouais, deux? ouais. Ta première course officielle du coup? Non, j'en ai fait 3, 4. Pour l'instant, je fais 56,9 au mieux, donc c'est pas encore ça, mais ça descend progressivement. Trop bien. Trop bien. C'est quoi qui te challenge le plus du coup dans cette nouvelle discipline? Euh, Je pense pas que ce soit tant. Enfin, la douleur est liée, elle est présente. C'est un peu comment il faut courir, les sensations de course, relâcher le relâchement. Ça, c'est hyper dur parce qu'en plus, en ayant une perche pendant 10 ans, ben, j'ai mes épaules qui ont tout le temps été contractées. Et vraiment, arriver à courir, relâcher, c'est un peu plus. Ouais, ça, c'est compliqué. Et puis après, sur 400, bon, ben, savoir, finalement, c'est un peu technique aussi parce qu'on court pas tous les 100 mètres de la même façon. Ouais. Et arriver à savoir quelle sensation il faut avoir à quel moment, quoi. Et tu arrives à les gérer ou c'est pas encore ça? C'est pas encore ça. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Voilà, oui, c'est ça qui est dur aussi. Ce qui est dur, c'est que ça marche pas forcément. Enfin, ça marche pas tout de suite d'un certain point de vue. C'est bien aussi de faire 56,9 en un an, Ouais. mais j'espère encore arriver à faire descendre mon chrono, quoi. C'est quoi tu nous citais les différentes filières tout à l'heure. Mm.
c'est quoi pour toi la filière dont tu as le plus à progresser pour avoir un meilleur temps au final? J'ai quand même besoin de progresser en sprint parce que je suis rapide sur 30 mètres lancé. Et puis ma course d'élan à la perche, j'étais 35 mètres et puis on n'est pas non plus tout le temps à fond. Mais j'ai quand même une bonne vitesse, on va dire, sur 30 mètres lancé. Et c'est arrivé à avoir un peu plus de résistance vitesse pour vraiment abaisser mon chrono. Mais ça, on va dire que c'est dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, c'est bien courir de 200 à 300 mètres. Parce que c'est là, en fait, où il faut arriver à courir vite et sachant qu'il reste encore un 100 mètres après. Parce qu'en fait, le dernier 100 mètres, bon, ben, de toute façon, on met tout ce qu'on a dans les jambes, et puis voilà, c'est la guerre, c'est le combat. Euh, c'est pas du tout facile, mais il y a moins de choses à gérer, en fait. Ouais. De toute façon, Je t'es trouve. lactique, donc il faut faire avec. Oui, voilà, c'est ça. Alors que de 200 à 300, ça commence à piquer, mais c'est pas encore vraiment ça. Ouais, Il y a- carrément. je trouve, hein, je trouve, il y a un peu des choses à savoir en termes de ressenti sur ce tronçon-là de course. Ouais, grave. Du coup, sur les 400 mètres, comment tu la découpes, toi, ta course, en termes d'intention pour Euh, jusqu'à la ligne terminale? Ouais, de 0 à 100 mètres, c'est vraiment l'accélération progressive. C'est comme ça que mon entraîneur le décrit. De 100 à 200, c'est faire rouler, aller vite, mais en étant relâché, sans être à 100% non plus, mais avec des bonnes intentions quand même. 200 à 300, il faut continuer à faire rouler, même si ça commence à fatiguer, quoi. Et de 300 à 400, là, c'est la guerre. C'est totalement ça, c'est la guerre. Ok, ok. Est-ce que ton tout premier 400, tu t'es dit, je m'en fiche, j'y vais à balle, et tu vois ce qui se passe? Ou Non, t'as parce suivi les consignes? Non, on m'avait prévenu quand même. On Ok, m'avait prévenu. Et puis en fait, mon tout premier 400, ça faisait, je crois, 2 mois que vraiment je m'entraînais sur 400. Donc c'était vraiment compliqué. Et puis en fait, cette position aussi de je passe de la perche où bon ben j'avais un petit niveau à finalement je suis sur 400. Je suis avec des filles qui ont parfois presque 10 ans de moins que moi et je suis derrière elles. Donc cette position, elle était dure et elle est toujours dure à avoir. Mais non, mon premier 400, je me suis dit, bon, ben, on y va, au pire, t'as mal, quoi. Enfin, c'est pas si grave que ça. Au pire, j'ai mal. ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu disais d'ailleurs que l'entraînement de perche te faisait peur sur les derniers temps, mais que le 400 mètres t'a rendu guerrière. Que j'ai retrouvé plus mon aspect guerrière que j'avais vraiment perdu, on va dire, à la perche, où vraiment, à la fin, je subissais les compétitions, je subissais les entraînements. Là, comme je te disais, le dernier 100 mètres, il est quand même cool. Ouais, Même, même si ça fait mal, il est cool. Et en fait, ça me faisait plaisir d'avoir mal parce que je ressentais mon corps. Comme j'avais perdu toutes mes sensations à la perche, là, d'accord. parfois, je suis trop contente juste d'avoir mal parce que je sens mes jambes, je sens tout ça. Enfin, c'est un peu bizarre, mais bon, je suis pas tout le temps contente d'avoir mal non plus, mais faut pas abuser. Mais ouais, ressentir un peu tout ça, ça faisait du bien. Et puis il y a toute la haine aussi, en fait. Euh, Ouais, tu te défoules. ouais, Ça te vraiment. réconcilie un peu avec le sport aussi? Oui, je pense qu'après, j'ai jamais été trop fâchée avec. Mais alors, j'ai tout entendu, hein, la perche, non, mais elle a pas vraiment envie, non, mais si, non, mais là. Mais dans ma tête, je me dis, mais il y a personne qui était dans ma tête et qui savait à quel Bien point j'avais sûr. envie d'y arriver. Et là, du coup, ça fait du bien de se défouler un peu sur ça. Bah, grave, grave, grave. Euh, comment tu comment tu t'entraînes maintenant pour faire du 400 mètres? Ça a Euh, du radicalement changé, du coup là t'as Ah changé de ouais. groupe, Ouais, je suis allée avec forcément? Bruno Gagère à Montpellier, l'entraîneur de Renel Lamotte, et je sais pas si ça dit quelque chose, Ouais, bien qui a sûr. pas mal de filles du coup aussi sur 400 et qui a bien voulu m'accepter dans son groupe, ce qui n'était pas évident pour une débutante aussi. Et oui, les séances sont complètement différentes. Ce qui va rester plus ou moins, enfin c'est pas pareil, mais voilà, on a de la musculation, j'ai de la musculation à la perche. Alors là, la musculation est beaucoup plus large, on a 2 séances par semaine, mais sinon ça va être de l'aérobie, de la vitesse, de la résistance vitesse, un peu voilà, tout type de séances, du lactique, tout ça. D'accord. Plus intense que de la perche? Oui, oui, largement. Ouais, Largement. Après, mentalement, la perche, c'était dur à tenir. Enfin, une séance, quand même, il faut être ben, justement concentré. Là, il faut être concentré aussi, mais pas de la même façon. Mais après, physiquement, il y a beaucoup plus de barrières que ce qu'on peut avoir à la perche. ok. Il y a moins d'influx nerveux que la Ouais, perche à ouais, gérer, c'est ça. mais plus d'intensité Oui, musculaire. oui. Et puis, je pense que l'influx nerveux, en fait, va venir au fur et à mesure.
dans le sens où là, au tout début, je savais pas trop sur quoi il fallait que je me concentre. Juste, je Ouais, courais et puis on verra bien. Et puis en fait, finalement, suivant comment on pose son pied, on va plus ou moins vite. Et c'est cette partie aussi d'apprentissage qui me plaît parce qu'en fait, il y a des choses où il faut réfléchir et il n'y a pas juste à courir et à avoir mal. Non, on peut essayer des petits trucs aussi en parallèle, quoi. ouais. On peut courir sans avoir mal aux 400 mètres? Non, ça, je pense pas, par contre. Je pense pas. Mais après, il y a aussi des façons de gérer la douleur. C'était Gabriel Tual qui en parlait beaucoup et lui qui a un Mm. énorme travail de préparation mentale et c'est ultra intéressant de parler avec lui parce que il a une façon de voir la course, ces petits moments d'ancrage, etc. qui sont super intéressants. Ouais, totalement. Ça, Voilà. c'est, c'est, c'est fort de hacker son cerveau pendant une course, Ouais, à se dire, bon, ben non, c'est moi qui gère le truc. exactement. C'est pas toi qui décide si t'as mal ou pas. Et je Non, fais mais c'est avec les moyens, quoi. C'est hyper fort, ouais. C'est vrai que ouais. la force mentale, c'est impressionnant. Mais après, enfin, je trouve ça juste super parce qu'en fait, ça fait un paramètre de plus qu'il est possible de travailler, Ouais, mm, des chances en plus de progresser finalement. complètement. Pour l'instant, c'est un facteur que tu bosses, ça, sur la discipline du 400 ou t'as d'autres choses à voir en priorité? Je pense qu'il y a d'autres choses à voir en priorité, mais ça n'empêche pas de travailler ça en parallèle et d'essayer aussi des petits trucs à l'entraînement, de se dire bon bah à tel moment je vais penser à ça, voilà, de se challenger aussi un peu à l'entraînement. Et oui, non, pour moi c'était hyper important de travailler ça, bah, surtout avec ce qui s'est passé à la perche. Bien sûr. Ok. Comment comment t'as géré cette transition au niveau de ton coach de l'époque, de tes proches, ta famille, tes sponsors aussi, parce qu'il me semble que tu es chez Puma. J'étais du coup. Tu étais, d'accord. Comment tu as vécu du coup cette transition avec Ça a toutes ces été personnes? dur, ça a été très très dur. Je me souviens aussi être allé voir Philippe Dancos après ma dernière compétition au All-Star et lui dire Phil, je m'entraînais plus avec lui. Je dis mais Phil, franchement, je veux faire du 400, qu'est-ce que t'en penses? Il me dit ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je dis non, non, mais je veux vraiment faire du 400, qu'est-ce que t'en penses? Et là, il m'a dit ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et c'est un peu comme si j'avais son aval alors que bon, je m'entraînais plus avec lui, qu'il y a eu des petits moments aussi où je lui en ai voulu, faut être honnête, même si là ça se passe très bien entre nous. Mais voilà, donc j'avais commencé par ça, puis j'avais vu Anaïs, ma coach de l'époque. Après, il avait fallu l'annoncer à ma famille aussi. C'était pas non plus évident. Et puis en fait, je pense que mes parents, par précaution, ils avaient un peu peur que je fasse n'importe quoi. Et je peux les comprendre aussi, hein. Moi, je me dis, j'ai ma fille qui est là, qui avait un niveau quand même pas trop mal dans son sport, et puis tout d'un coup, elle va faire du 400 mètres, elle y connaît rien au 400, elle a déjà 23 ans. Bon, c'était un peu surprenant, mais moi, dans ma tête, je savais que je voulais plus du tout faire de perche. Après, il a fallu prévenir l'école aussi, parce qu'en termes de statut, c'est compliqué. Je perdais mon statut d'athlète de haut niveau, donc pas les mêmes droits au niveau de l'école. J'ai eu de la chance d'avoir certains professeurs qui m'ont aidé, d'autres pas du tout. Mais ça m'a permis au moins d'aller sur Montpellier et de terminer ma dernière année l'année prochaine. Mais non, non, complètement, ça a pas été évident, prévenir les sponsors. Là, arriver dans un monde où je gagne plus d'argent financièrement, donc ça change aussi, quoi. Ouais, on se rend pas compte de tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des choses. Parce que toi, tu étais sûr de ta décision Oui, avant de l'annoncer à tout le monde. C'est une décision que tu avais prise toi-même ou tu avais eu l'aide de ta psy à l'époque? non, là même plus, là je l'avais. Puis même si j'avais eu l'aide, j'avais une psychologue qui me suivait à ce moment-là, mais la décision me revenait en fait. Bien sûr. Et puis non, là j'avais pris ma décision, moi et moi toute seule. Mais D'accord. je m'attendais, en fait, je savais qu'il allait avoir tout ça. Je savais qu'il allait avoir les sponsors, je savais qu'il allait avoir ma famille, je savais qu'il allait avoir mes entraîneurs, les personnes que je déçois, les Onji, voilà, un peu les ragots aussi qui allaient aller sur moi. Alors il y a toutes les personnes hyper sympas qui disent, ouais, nous on croit dans ton projet, et puis il y a ceux, mais non, mais tu vas pas y arriver. Je me souviens, on m'a dit, non, mais tu sais que le 400 mètres c'est dur. Ben oui, ça va, je sais, je pense pas non plus dans un truc, voilà. Bien Mais sûr, ouais, dans tous les cas, c'était réfléchi. Enfin, c'était pas un caprice, hein. non, du tout, non. Non, non, du tout. Du tout, mais je peux comprendre que de l'extérieur, ça puisse ressembler à un caprice en fait. Hmm. Ouais, mais si, tant que tu es prête à accepter que tout le monde ne sera pas d'accord avec ta décision, c'est OK pour toi. Ouais, Je après, pense que, c'est dur parce qu'il y avait beaucoup de choses qui en dépendaient. Les cours, je voulais pas, moi, je voulais pas rester à Clermont. Franchement, c'était vraiment Clermont, ça reflétait la perche.
J'avais vraiment pas envie de rester là-bas. J'étais loin de ma famille. J'étais pas dans le sud. Voilà, on y Mm. revient. Euh, et je voulais à tout prix partir, mais il fallait que l'école veuille bien que je fasse mon dernier semestre à un autre endroit, dans une autre. Enfin, c'était possible au niveau de l'école, même pour une personne qui avait pas un aménagement, mais encore fallait-il qu'ils veuillent bien accepter pour moi. Et puis j'avais l'impression qu'ils se sentaient un peu trahis aussi, ou que les aménagements qu'ils avaient mis en place pour moi, ben, finalement, ça n'avait pas concrétisé. Euh, voilà. Ouais, je vois, je comprends. Je comprends, mais c'est heureusement que tu as des personnes de l'école qui t'ont aidé en fait, parce Oui. que bah, le sport, tu peux pas tout envisager non plus. Non, non, c'est sûr, mais pour des personnes qui connaissent rien au sport, nous, on sait que ça fait partie du sport, que les échecs font partie intégrante de la vie d'un sportif. Mais pour une personne qui est juste, qui est à l'école, qui ne connaît pas du tout ce monde-là du sport, ça semble complètement sorti de contexte, en fait. Hmm, pas grave. Du coup là, ton année, ta dernière année à Montpellier, elle est aménagée ou c'est une année classique comme un étudiant qui fait pas de sport? Non, je vais faire une année classique, mais en fait, il y a quand même quelques aménagements puisqu'ils vont me permettre de faire. Il y a un parcours recherche et j'ai demandé à faire des heures en labo au mois de septembre, alors que ça commence au mois d'octobre, pour pouvoir faire beaucoup d'heures au mois de septembre et avoir un peu plus de temps le reste du. Ok. Ouais, donc t'anticipes, toi, tu t'organises différemment pour que ça pour que ça n'ait pas d'impact sur sur la période de compétition. Oui, c'est Un peu ça. Et puis ça. sur Ok. l'entraînement aussi, je sais que si on veut quand même faire des performances, il faut s'entraîner, il faut avoir du temps. Là, la partie récup est quand même plus importante que la perche. Euh, J'ai vraiment besoin de récupérer, j'ai besoin de bien dormir, j'ai besoin de bien manger, j'ai besoin de faire des siestes. Et vraiment, ça fait partie, pour moi, ça fait partie de l'entraînement. Bah oui, tout à fait. Ça fait partie intégrante de l'entraînement, ouais, t'as bien raison. Euh, Est-ce que du coup, justement, tu as une vision, bon, tu parlais de l'entraînement évidemment qui est différent, mais tout cet aspect externe à l'entraînement, de récupération, sommeil, nutrition, etc., comment tu l'as anticipé, tu l'as découvert parce que Mm. tes dépenses changeaient? Est-ce que c'était un monde que tu connaissais un petit peu aussi? Enfin, forcément parce que tu étais athlète de haut niveau, mais c'était Ça quoi la s'est fait transition pour toi? ça s'est fait assez naturellement. Après, en arrivant dans un groupe où il y avait du haut niveau, bah, je pouvais prendre un peu des conseils aussi de chacun et voir finalement, moi, mon corps, ce dont il avait besoin, parce que je suis arrivée, j'avais même pas pensé à aller chez le kiné ou quoi, parce que j'y allais à Clermont, mais de façon moins régulière ou plus quand j'étais blessée. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, il fallait que j'y aille au moins une à deux fois par semaine. Bah, d'ailleurs, je me suis blessée aussi cette année parce que je pense que mon corps, il a dû un peu avoir du mal à s'adapter. Mais, Ouais, bah, ouais. Mais non, toute cette partie-là s'est fait assez naturellement. Après, il y a toujours des petits trucs que je prends dans mon vécu de perche, voire de gym, mais ça se fait très naturellement. Je me dis pas, ah, je faisais ça à la perche, donc je vais faire ça au 400. ouais, ok. C'est plus vraiment naturel, quoi. Du coup, ton alimentation elle-même, par exemple, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que tu manges des choses différentes? Un petit peu, disons que j'arrête les tartines de Nutella le matin avant le café, quoi. Alors qu'à la perche, même un matin de compétition, je mangeais du Nutella parce que je me disais, bah, je vais pas changer mon alimentation le jour d'une compète, quoi. Là, voilà, oui, ça a un peu changé. N'empêche que je me fais toujours plaisir de temps en temps, mais oui, je vais éviter un peu les choses lourdes comme ça le matin pour éviter de les vomir un peu plus tard ou du moins d'avoir envie de vomir, quoi. Là, tu fais des séances, t'as passé le cap des séances vomies ou pas encore? Moi, j'ai jamais vomi. Après, Ok. j'ai été bien mal des petites 15-20 minutes par terre à plus trop bouger. Et est-ce qu'on vient de vérifier que je suis encore vivante? Les Mais gens non, qui font pas de lactique, ils se rendent pas compte, mais ouais. c'est 30 fois pire de se prendre un carreau en soirée, quoi. Oui, oui, oui. T'es par terre, t'es un légume, tu peux rien faire. Et puis ça dure un petit moment. C'est pas la course est finie et ça dure une minute. Non, pendant un petit moment, t'es mal par terre et ça fait que augmenter jusqu'à ce que ça redescende. Mais C'est ça. bon, c'est ça qui est presque plaisant finalement aussi en fait. Ouais, c'est vrai. On est maso quand même. Quand ça fait Un bien. peu, un peu. Et puis la fin, une fois que ça va mieux, je trouve que c'est la meilleure sensation au monde en fait, où on a l'impression d'être dans un monde parallèle. Moi, ça me plaît bien. Ouais, grave. Puis c'est un peu un accomplissement d'avoir dépassé, parce que tu sens pour le coup, là, ça a travaillé, t'as passé un cap, tu t'es Ouais. dépassé sur le moment. Et puis tu Donc vas ouais, chercher loin en fait en toi. mm, Moi, je sais que j'ai cherché loin. Parfois je cours, il y a encore des images de la perche qui reviennent parce que pour moi, ça a une signification en fait. Et d'essayer d'aller puiser là-dedans. ça te motive.
Ouais, carrément. Carrément, je me dis que j'ai une revanche à prendre en fait sur moi, quoi. C'est chouette. C'est chouette de le voir comme ça. Je pense Ouais, qu'il y en a plus d'un qui aurait fait une transition complètement différente, peut-être arrêter le sport ou quelque chose d'autre. Toi, tu as réussi à démarrer un nouveau projet de zéro avec toutes les conséquences mm, qu'il y a avec et à le prendre par les deux cornes et à y aller, quoi. Et tu ouais, t'en donnes les moyens, c'est cool. ouais. Après, j'espère que ça marchera un jour quand même. Mais C'est quoi marcher pour toi? Quel est ton objectif du coup sur le bah, 400 mètres? si un jour je peux retrouver le haut niveau, ça serait quand même sacrément cool, quoi. Mais bon, L'eau, voilà, c'est un projet, ça se construit, ça met du bien temps, sûr. ça met plus de temps que ce que je voudrais aussi. Il y a toujours ce truc de se dire, est-ce que je vais avoir les capacités physiques nécessaires ou pas? Voilà, est-ce que mentalement ça va aller aussi? Non, il y a plein de questions, il y a plein de doutes, mais le meilleur moyen de savoir si j'y arriverai, c'est d'essayer finalement. Hmm. C'est quoi le haut niveau sur le 400 mètres féminin en France? Euh, La question piège. Non, Euh, non, c'est pas de piège. Je te demande, je sais même pas quel chrono il faut exactement pour pour. pour entrer dans les relais, il faut courir en 52, en petit 52. Et après, 51, 50, voilà, pour accrocher les sélects au niveau équipe de France, quoi. Ok, ça va le faire. T'as l'envie, Si seulement. Oui, oui, j'espère. Après voilà, hein, je commence de zéro. bien Il y a sûr. plein de choses, il y a plein de choses à travailler. Il y a des étapes, Ouais, ouais, ouais. mais carrément. Et c'est le temps. Ça prend du temps. Ça, c'est un facteur qu'on néglige trop, mais le temps est hyper important. Oui, et parfois, il y a des choses où je pensais que ça allait mettre moins de temps. Certains chronos, je me dis non, mais ça va. Euh, Presque je m'entraîne 6 mois et ça va, je vais réussir à faire ça. Et en fait, non, non, ça prend plus de temps que ce que je pensais, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu aussi. Est-ce que ça a remis un petit peu en perspective alors, la discipline, mais ta vision un peu du sport en général, toi qui, depuis petite, en fait, dans tout ce que tu entreprenais, tu étais dans le haut niveau. En gym, tu as fait du haut niveau. À Ouais, la mais perche, tu as fait du haut niveau. quand Là, j'ai de recommencé. revenir à zéro, est-ce que ça te, je vais dire, te faire redescendre un peu, c'est pas le bon mot, mais Ouais, non, tu mais je vois vois ce que l'idée tu de. veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ben, en fait, d'un certain point de vue, quand j'ai commencé la perche, je recommençais de zéro aussi, donc il avait Hmm, fallu avoir toutes ces étapes. Euh, Après, oui, c'est plus se rendre compte qu'en fait, pour arriver au niveau que j'avais à la perche, je me dis oui, mais en fait, j'ai mis 10 ans hein, avant de sauter 4,50 m. Bon, ça m'a pris quand même du temps, mais je le voyais moins parce que j'étais plus jeune, j'étais dans les catégories jeunes, donc au fur et à mesure, il y avait les sélections qui étaient en rapport avec mon âge. Là, ce qui est vraiment dur, c'est que ben, si je me compare aux filles de mon âge, ben, je suis vraiment à des années-lumière et je déprime. En fait, il faut se comparer aux gens qui. Enfin, il faut même pas se comparer. Mais si je devais avoir une comparaison, ce serait avec les personnes qui débutent finalement. ouais, bien sûr, Et bien sûr. c'est tout ce travail-là qui est dur à faire, de se dire non, mais enfin, je débute encore et puis j'ai besoin de temps et puis ça va aller. Mais ouais, quand je regarde les seniors ce qu'elles font, ou même des espoirs, voire des juniors, je me dis ouais, bon, ben, on n'y est pas Et encore du quoi. coup, Ouais, il est dur. et encore, je sais même pas s'il faudrait que tu te compares avec Non, je pense des pas. personnes qui débutent, parce que toi, tu as ton histoire à toi qui vient de la perche. Donc Exactement. tu débutes en faisant de la perche et tu Mm. débutes pas en venant du fond ou en venant du sprint. Ouais. Chacun a un départ un peu différent, quoi. Donc, En fait, vraiment, le truc, c'est de pas arriver à se comparer. Et ça, c'est un travail hmm, qui est énorme, vraiment d'être concentré sur soi, juste sur soi, de faire abstraction de ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser. Personne connaît vraiment l'histoire de chacun, finalement, de ce qui se passe au fond, des motivations de chacun. Tout le monde est un peu différent et arriver à avancer avec ses propres motivations à soi et ce qu'on pense, quoi. ouais, complètement, ouais, tout à fait. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, quoi. Ouais, mais puis on l'apprend aussi au fur et à mesure dans le sport. Je pense que le judo t'a beaucoup aidé dans ta famille à te forger enfin, un respect sportif. Oui. J'aime beaucoup les valeurs du judo, même si Hmm. parfois ils peuvent être critiqués, mais tout l'aspect respect des entraîneurs, respect de la discipline, ça c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et puis ils vont chercher loin aussi, eux en eux, ils vont chercher loin. Alors ils se battent contre quelqu'un d'autre, mais les valeurs de combat, elles y sont. Hmm. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, la dernière ligne droite, c'est un combat contre soi-même, quoi. Ouais, grave, complètement, ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que t'es heureuse d'aller à l'entraînement? Ah oui, ça oui. Bah, je pense que Non, je c'est suis le trop facteur contente. numéro un Le soir, pour j'ai être hâte d'être le performant. lendemain pour aller m'entraîner, quoi. Ça, c'est chouette.
Alors après, il y a des petits moments où je stresse aussi, hein. Quand le lendemain, je sais que j'ai des 500 mètres, parce que pour moi, les 500 mètres, c'est vraiment le truc C'est horrible, pas entre une- guillemets. Ouais, il y a la partie excitation et la partie, oh là là, ça va vraiment être dur, hein. Mais bon, c'est cool. Ok. Euh, alors on a vu ça. Est-ce que en dehors de l'athlé, t'as d'autres hobbies qui t'aident à, je sais pas, à t'évader, à nourrir ta créativité en dehors de l'athlé, du sport? Bah déjà, j'ai les études. Alors, c'est Mhm. pas le hobby numéro un, mais mine de rien, finalement, c'est une concentration sur autre chose. C'est un moyen de s'évader. Alors, parfois, il y a une pression supplémentaire, mais tout va-t-il que quand je regarde des molécules et que je dois savoir où vont les électrons, bon, là, je suis plus du tout concentrée sur du 400 mètres. Donc, ça, c'est c'est quand même cool. Mais c'est vrai que c'est une partie importante de trouver des hobbies qui nous fatiguent pas physiquement, mais qui nous permettent de sortir du monde de l'entraînement. Moi, je pense que j'ai la lecture. Voilà, j'aime beaucoup lire et Ok, c'est vraiment le truc qui va. Alors, je lis pas des livres hyper intelligents, mais ça permet de s'évader, quoi. de t'évader, bien sûr. Ouais. Tu lis quoi comme genre de livre? C'est tous les tous les policiers ou tous les romans d'amour, D'accord. d'histoire d'amour. Voilà, bon truc de fille. Donc des trucs où il y a des vraies histoires un peu Ouais, profondes, pas forcément des choses techniques ou des sciences, je sais pas. Plutôt non, des histoires. Ok, ouais, plutôt des histoires. ça marche. Sur tes études, c'est un choix de ta part d'avoir fait ce cursus Ouais. assez scientifique, par vocation, parce que tu as une idée de ce que tu veux faire post-carrière, ou c'est parce que tu t'es dit, bah, pour réussir dans la vie, entre guillemets, il faut que je fasse tel cursus pour avoir tel niveau de diplôme. En fait, j'étais bonne en maths. Déjà, maths physique, c'était les matières où j'étais le mieux, donc j'allais m'orienter plus vers un domaine scientifique. Après, je savais que je voulais pas faire médecine et je voulais une école qui me permette d'avoir des aménagements aussi. Donc, en Ok, fait, naturellement, l'école d'ingé, puis voilà, c'était un peu mes parents aussi en terminale. J'en avais pas mal discuté avec eux. Et ouais, naturellement, ça a été une école d'ingénieur qui s'est présentée à moi, quoi. C'était pas d'accord, le plus hyper clair. facile. Ouais, c'est c'est pas les études les plus faciles, c'est sûr. Non, Mais c'est une fierté aussi parfois de se dire que finalement j'arriverai à avoir mon diplôme et en même temps j'aurais réussi à m'entraîner aussi. C'est comme c'est pas un diplôme facile, ça représente finalement une petite fierté pour moi d'avoir réussi ce diplôme, quoi. bah ouais, je comprends complètement. Mais du coup, t'as une idée d'un métier précis ou d'une vocation dans le domaine d'études que tu travailles Là, en ce moment, je suis plus sur monter mon entreprise par la suite. Ok, Mais finalement, ça vient aussi de l'école qui propose un cursus un peu spécial pour les personnes qui veulent être entrepreneurs. Et donc ça m'intéressait. Après, je dis ça maintenant et peut-être que dans 2 ans, je me dirai, ah non, moi, je veux juste aller à mon travail, pas avoir de pression et je rentre chez moi après, je suis tranquille. Donc je sais pas encore exactement ce que je voudrais faire, mais pour l'instant, je suis plus sur créer mon entreprise. dans quel domaine du coup? Il y a des matériaux quand même, mais c'est plus mode, voilà, un petit peu plus dans la mode que en lien avec D'accord. les matériaux de la chimie. Parce que là, ta spécialité, c'est ingénieur chimique? Ouais, c'est ça, chimie matériaux. Chimie matériaux. Ok. Ouais, c'est très vaste. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs. Oui, oui, oui. Puis en fait, on entend souvent parler aussi des ingénieurs qui sont chez Decathlon. Mhm. Et il y a beaucoup d'ingénieurs matériaux parce que bah, il y a énormément de matériaux en fait dans tout ce qu'ils font et ça c'est super intéressant aussi. C'est peut-être un moyen de lier le sport aussi plus tard à cette spécialité ou sur toutes les chaussures, tout ce qui est chaussures en carbone finalement c'est des matériaux. Donc non, le domaine est super large, quoi. Trop stylé. T'as déjà lu le livre du fondateur de Nike? Oui, oui, j'avais lu. Ça me fait penser à ce que tu viens de dire, où le mec, il prenait le revêtement de la piste pour les mettre sur une semelle de chaussure, voir ce qui se passait, etc. Ouais, non, Ah, c'est trop super stylé. intéressant. Ouais, grave. Des petites expériences. Mm. Ok, hyper clair. Euh, tu t'es plus chez Puma. Mm. T'avais d'autres sponsors quand tu étais perchiste? J'avais le Crédit Agricole et j'avais Shizun Sport Truck qui était une entreprise de Benoît Campargue, l'ancien entraîneur de Teddy Riner, du coup dans le monde du judo qui m'avait aidé sur la perche. D'accord. À l'époque, tu étais, enfin, tu vivais de la perche, tu étais indépendante là-dessus? J'arrivais à vivre ouais, de la perche.
J'avais la fédé aussi, j'étais pro avenir à ce moment-là. Mhm. Donc ça me permettait de vivre de mon sport. Aujourd'hui, c'est plus le cas, j'imagine. Non. Comment tu gères du coup au niveau financier cette situation? Mes économies, mes parents où j'ai vraiment de la chance qui m'aident encore. Au début, moi, c'était un choix où je leur ai dit non mais enfin, en arrêtant la perche, je savais que je leur demanderais pas de m'aider financièrement et ils l'ont fait naturellement. Donc ça a été, ça m'aide beaucoup, beaucoup maintenant quoi. Voilà, là j'étais un peu en stage, donc j'arrivais à avoir un petit salaire et j'ai une entreprise qui m'aide un petit peu tous les mois En pour. mécénat, Ouais, d'accord, ok. Donc tu arrives à te c'est débrouiller pour continuer ouais voilà, à avoir les deux casquettes à de. me débrouiller, on va dire. Ok, ok. Est-ce que c'est plus facile en France, j'ai pas la réponse, hein, mais d'avoir des sponsors en étant perchiste, parce qu'on a une Mhm. belle culture de la perche, que avoir des sponsors aux 400 mètres? Je saurais pas dire parce que j'ai pas le même niveau au 400 qu'en perche, donc peut-être que si j'avais le même niveau au 400 mètres que ce que j'ai à la perche, ça serait plus facile pour moi d'avoir des sponsors. Et puis on n'est pas dans les mêmes années. En fait, maintenant on est post-olympique, alors que quand il y avait les Jeux à Paris, c'était quand même plus facile, je pense, de démarcher par rapport à ça. Hmm. C'est vrai, c'est un peu triste Oui, d'avoir ce retour un peu du bâton, mais malheureusement c'est le sport en France, quoi. ouais, c'est dommage. Ah, c'est hyper dommage. C'est hyper dommage. Mais bon, c'est pour ça que je te parlais des États-Unis au début, c'est que Ouais. la culture du sport est vraiment, vraiment, vraiment différente. Et même si tout n'est pas rose, Oui, oui, non, mais ça peut se réfléchir parce que même au niveau des études là-bas, c'est pas valorisé de la même façon. Enfin, moi, je sais que j'ai quand même dû me battre pour avoir mes aménagements et pour tout ça, quoi. hmm. Ouais, c'est ça, on n'a pas la même culture et je pense que c'est un peu partout pareil en Europe pour Mm. concilier les deux, mais c'est vrai qu'on n'est pas le meilleur pays. Je pense pas qu'on soit le pire non plus, mais Non, c'est il y compliqué. a toujours pire. Il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais je sais que là, en arrêtant la perche, au début, on m'a dit non, mais là, maintenant, le sport, c'est fini pour toi. Finis tes études. Et puis voilà, on va pas te faire des aménagements en plus. Ah bon? Bon, mais c'était pas ce que j'avais prévu, quoi. Et Mais t'as réussi malgré ça à ouais. trouver des solutions pour. Oui, oui, parce que j'ai des personnes qui m'ont aidé, quoi. D'accord, c'est bien. T'as pas baissé les bras direct. Non, non, je savais ce que je voulais, mais c'était pas facile. C'était pas facile. Hmm. Ok. Euh, on parlait tout à l'heure d'objectifs, donc retrouver le haut niveau sur le 400 mètres. Là, pour cette saison, Mm. ce serait quoi ton chrono idéal ou enfin, ton objectif sur le sprint long? Ben là, donc, j'ai fait 56,9 au mieux. J'aimerais faire un petit 56, voire en dessous. Après, je me mets pas de limite. Franchement, cette année, c'est de la découverte. Mhm. Euh, et puis, on verra bien. Si ça marche pas, ça marche pas. Et puis, l'année prochaine, ça sera mieux. Enfin, au bout d'un moment, j'espère progresser, quoi. Euh, ouais, voilà, abaisser Le le plus. travail paye. J'espère, j'espère. Bah, c'est une vérité ce que je dis là. Normalement, si tu trouves les solutions adéquates à tes problèmes, tu continueras de progresser. Il n'y a pas de raison. Non, c'est sûr. D'accord. Est-ce que tu aimerais transmettre un petit message aux auditeurs qui rencontrent des galères, qui envisagent un changement un peu radical comme tu as fait, que ce soit dans le sport ou ailleurs? Est-ce que tu as envie de leur soumettre des idées, des conseils? C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais je pense que le principal, c'est vraiment de s'écouter soi, parce qu'en fait, on a les réponses, ou du moins les pistes, je vais dire, en nous, et puis on se connaît mieux nous-mêmes que les autres, finalement. Donc, ouais, ce serait de s'écouter soi principalement. Même si, je le redis, c'est quand même pas facile. Toute la sphère qui est autour de nous va forcément nous influencer. Mais je pense Hmm. que c'est au fond de soi qu'il faut puiser euh, les pistes d'amélioration, les pistes qu'on veut mettre en place. Ok. S'écouter, suivre un peu Son son instinct. instinct. Sans faire n'importe quoi, je pense, mais déjà, si on se pose la question d'un changement, c'est que c'est pas anodin non plus, en fait. Ouais, Après, il faut savoir si c'est juste passager et qu'il faut persévérer ou si vraiment c'est plus possible et qu'il faut changer. bien sûr. Ça, pour toi, tu le ressens intérieurement quand tu as des décisions difficiles à prendre? Comment tu le matérialises un petit peu dans ta tête, dans ton corps? Mm. Moi, je suis un peu une adepte des plus et des moins.
Mais on va dire que je vais avoir le plus et le moins que je vais compter. Puis alors, il y a des trucs qui valent plus de points que d'autres finalement. Et me mettre dans les deux situations, de me dire, ok, ben finalement, si je choisis cette option, est-ce que je regrette vraiment l'autre option? Et si je choisis l'autre option, savoir en fait si on n'arrive pas à savoir quelle chose on va choisir en premier, savoir laquelle on regrettera le moins en fait. C'est une bonne stratégie. C'est se tromper un peu soi-même. Ouais, non, mais c'est ça, il y a toujours des strates à avoir pour prendre une décision sur laquelle bon, on sait pas trop, quoi. Quand on pèse dans la balance et que c'est assez à l'équilibre, effectivement, de voir celle qu'on va le moins regretter, Et puis c'est je pense qu'il faut pas avoir peur de se tromper. Enfin, finalement, c'est pas grave. Je me dis, si dans un an j'ai envie de. Bon, c'est pas le cas, mais si dans un an j'avais envie de retourner à la perche, et alors ça fait quoi? Enfin, ouais, pourquoi je ne pourrais pas en fait? Pourquoi on peut pas retourner en arrière? Pourquoi on peut pas changer? t'as tout à fait raison. Ouais, tout à fait raison. Jusqu'à présent, t'as eu cette envie de reprendre une perche ressautée pour le plaisir ou non? Ah non, absolument pas. En Je plus, me tous les sentais jours, vacciné. je vois le sautoir de perche, je m'échauffe, je le vois, je me dis, ah non, mais j'ai vraiment pas envie de ressauter là-dessus, quoi. D'accord. C'est trop cool. Je suis content d'échanger là-dessus avec toi parce qu'il y a tellement de monde de Ouais, haut niveau, moins bon niveau, à la perche qui arrête. Et on n'entend plus parler, tu vois. ouais, ouais, complètement. Et je trouve ça cool que toi, t'aies fait le choix juste de changer de discipline parce que t'étais OK avec ça et de continuer, quoi. La vie, c'est ça, c'est des expériences. Et puis Il en y a eu fait, un moi, blocage et t'as continué. exactement, et j'ai changé parce que je me suis dit, bah, la vie, elle est trop courte pour être malheureuse. Et je me rendais compte que j'étais vraiment pas heureuse. Et c'est pas le principal, c'est pas le but de la vie. Enfin, au bout d'un moment, c'est du sport, oui, c'est le moyen de gagner de l'argent, oui, c'est hyper important c'était hyper important pour moi, mais et c'est toujours hyper important pour moi, mais il faut prendre du recul, se dire, mais en fait, finalement, c'est juste du sport, et ce qui est important, c'est d'être heureux, quoi, Mm. C'est un jeu, le sport de base. de base. Non, mais c'est ça. C'est si Et on perd si on perd cette dimension de jeu, de s'amuser, de prendre plaisir, de plaisir surtout, bah finalement, ça n'a plus trop de sens. oui, je Et pense, c'est là voilà, où faut on tombe vite dans un affronter. cercle un peu vicieux de se dire, bon, bah, ça devient ci, ça devient ça, on se pose mille questions, on prend plus de plaisir, quoi. Non, c'est sûr. Mm. Mais c'est chouette. Ok, donc ton message aux auditeurs, c'est de s'écouter et de s'écouter, quoi. Ouais, ça veut pas dire qu'il faut pas se pousser, parce que je pense qu'il y a des moments où on a besoin de pas s'écouter. Mais quand on en arrive à un point où franchement ça tourne en boucle dans la tête, se poser et se dire bon concrètement qu'est-ce que je veux, de quoi j'ai besoin. Ouais, de quoi j'ai besoin. Ça c'est une phrase qui est pas mal. Je trouve elle règle pas mal de, pas elle règle de problèmes, mais ça permet d'avancer en fait. J'ai Tout à besoin fait. de quoi pour performer? Bon ben j'ai besoin de ça, ça, ça. Ça permet d'avoir des pistes en fait. Mhm. J'ai besoin de quoi pour être heureux? J'ai besoin de... Bon, c'est une vaste question philosophique finalement, mais, savoir de quoi on a besoin, je pense que Ouais, c'est une... tout à fait. Et c'est bien de se poser la question à soi-même et de réfléchir par soi-même sans être influencé par ses proches, les médias, la télé, les réseaux, j'en sais rien. Finalement, Ouais, aujourd'hui, on se retrouve pas forcément à douter face à soi-même. ouais, Tu vois, il y a ouais, tellement d'interactions aujourd'hui que finalement, s'ennuyer, ça n'existe plus trop. ouais. Donc de réfléchir, ça peut paraître un peu parano ce que je dis, mais de se parler à soi-même, c'est un Non, mais luxe. Franchement, franchement, c'est un luxe. je pense que même il faut prendre le temps d'avoir des petits moments sans les réseaux sociaux et juste de réfléchir. Mais c'est pas évident hein, quand il y a toute la journée. Le premier truc qu'on fait en rentrant, c'est bon, allez, un peu d'Instagram. Un peu de dopamine, ça fait du Ouais, bien. voilà. Ça fait oublier les problèmes de la journée. Exactement. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Bah, merci pour ce petit partage. Est-ce que tu peux nous décrire pour toi, en une phrase, ce que représente l'athlète? Euh, D'aller chercher, alors je sais pas si ça fera une phrase, mais d'aller chercher ses limites au plus profond de soi. Ouais. Ok. Alors finalement, c'est ce qui représente pour moi le 400 mètres. La perche, ça représentait peut-être autre chose, quoi. Je pense que la perche, j'étais plus axée sur des sensations, des choses comme ça. Alors que là, c'est presque, je vais peut-être pas aller jusque-là, pas dire que c'est une introspection sur moi-même, mais pouvoir aller chercher loin au fond de soi, ouais, c'est quelque chose qui me parle. Je sais pas où placer le curseur entre repousser ses limites physiques Mm. et aussi mentales sur le 400 Ouais, et repousser juste ses limites de peur sur la perche, tu la vois. perche. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est...
C'est Ouais, assez différent et à la fois complémentaire. oui, parce que le 400, ça peut faire peur aussi, parce qu'on sait qu'on va avoir mal, mais c'est pas du tout la même peur que être avec une perche Ouais, et sauter complet, par arrière. complètement. Est-ce que tu penses, toi qui as côtoyé beaucoup de monde du coup dans la perche, que chaque perchiste a un passage à blanc comme ça, de peur, ou est-ce qu'il y a des gens zéro, ils ont jamais peur, ils piquent tout le temps? Ah, c'est pas mal. Je sais pas. Il y a un seul que j'ai vu jamais pas piquer finalement, c'est Renaud. Après, moi, je me suis entraînée que 2 ans avec lui. Je sais pas ce que ça a été le reste de sa carrière. Et c'est un des rares à dire que il n'a pas peur. Je pense que c'est un peu un fou dans sa tête, Renaud. Il adore Peut-être. tellement C'est un les... passionné en fait. Ouais, c'est un passionné, ouais. C'est un passionné. Et puis quand on dit qu'il faut pas se poser de questions, moi finalement, je pense que Renaud, après peut-être que je me trompe, mais pour moi, il s'en pose dans la façon d'être le plus performant Hmm, possible. bien sûr. Après, il sait les moments aussi où il doit relâcher, il sait les moments où il doit être tranquille. Mais je pense que même au niveau de sa concentration, il a une concentration qui est énorme. Et en fait, se concentrer d'un certain point de vue, c'est réfléchir aussi. Ouais, ouais, totalement. Totalement. Est-ce que tu penses que ton esprit scientifique, que tu as développé au fur et à mesure de ton cursus scolaire, t'a permis d'avoir une vision, en tout cas un champ de réflexion différent, une approche différente, de penser la perche, que quand tu as débuté, où c'était un petit peu, tu commences un nouveau sport, tu avais l'euphorie de ça, l'euphorie du risque. Tu es plus jeune, tu as une conscience un peu plus. Ouais, si Euh, tu te pètes la gueule, c'est pas grave. Non, je pense que je réfléchissais tout autant au début et presque je pense que je doutais moins au début parce qu'en fait je voyais moins de personnes et je voyais moins les différences qu'il pouvait y avoir par rapport à moi. Bon, moi j'ai toujours réfléchi, ça m'a enfin, longtemps été reproché et ça peut peut-être me l'être encore reproché aujourd'hui, mais finalement la réflexion je la voyais dans savoir quelle sensation il faut avoir pour pouvoir la visualiser avant et c'est un moyen pour moi de me concentrer. Et je pense que ça a toujours été comme ça, que j'ai toujours fonctionné comme ça, instinctivement en fait. Ok, Et non, mon approche scientifique, à part peut-être pour faire des recherches, mais pas au niveau de la perche, quoi. d'accord. Ok. Je te pose cette question parce que je pense de conscientiser certaines choses, euh, surtout dans les sciences qui demandent une certaine manière de réfléchir, enfin très cartésien, etc., avec des méthodes. Tu sais, c'est un peu plus on en sait, plus on a l'impression de moins en savoir. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que la perche, quand tu la maîtrises, bon, visiblement, c'est pas du tout le cas avec Renault parce que on ne peut pas dire qu'il la maîtrise pas et apparemment il a pas peur, mais plus plus tu prends conscience en tout cas de la discipline, plus tu as des nouveaux horizons de peur qui peuvent apparaître, des nouvelles manières de réfléchir, des nouvelles choses qui apparaissent que t'as pas forcément au début quand tu débutes un domaine ou un sport, ouais, peu importe. ouais, je saurais pas trop quoi répondre. Je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est d'être fidèle à soi-même. Et c'est pas parce qu'on réfléchit que ça va pas marcher. Enfin, même sur de la perche, il y a un moment où il faut avoir, je pense qu'il faut avoir assez réfléchi pour pouvoir, enfin, moi je fonctionnerais comme ça, avoir assez réfléchi pour pouvoir se faire confiance à un certain moment. Et finalement, la réflexion, si elle fait partie de toi, c'est une confiance en plus que tu peux avoir. Mm. Après, j'aime beaucoup l'approche de Stéphane Diagana aussi, qui lui, finalement, de ce que j'ai pu écouter, a vu la performance comme un casse-tête qu'il fallait résoudre. Et si ça, c'est pas une manière de réfléchir, bon, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, on a chacun une vision oui, on a une propre vision à soi-même. différente, ouais. Et je pense que l'important, c'est de rester fidèle à soi-même et à sa façon de penser. Ça veut Ouais, pas dire qu'il mm, n'y a pas des choses qu'il faut modifier. Mais finalement, la confiance qu'on peut avoir en soi en étant soi-même, c'est le plus important. mm, mm. Encore quelque chose de facile à dire et moins facile à faire, hein, Bien sûr, mais déjà de le savoir et de le dire, mais... ça commence par là pour l'acquérir entre guillemets quoi. Tout à fait. Donc ouais, c'est top. Est-ce que tu peux nous partager ton meilleur souvenir en athlée jusqu'à présent? Euh, Bon, il y en a quand même pas mal. Disons que celui qui a le plus de valeur pour moi, finalement, peut-être pas le plus, mais qui a énormément de valeur pour moi, c'est faire une troisième place aux France, alors qu'un mois avant, je piquais pas un saut.
Je fais troisième avec 4,20. C'est pas la performance de l'année, mais sur un championnat, ce qui est important finalement, c'est La pas la place. performance, c'est la place. Et, euh, et moi, je pleure pas trop. Hein. Je suis pas trop une pleureuse, ou si je pleure, ça va être chez moi, toute seule dans mon lit. Et là, en fait, j'avais jamais pleuré de joie, et ça avait tellement été dur que d'arriver à faire troisième, c'était quelque chose de fou C'était à une ce belle moment. victoire Ouais, à ce moment-là, quoi. c'était une belle victoire. Contre toi-même, encore une fois. Contre moi-même est plus difficile à avoir finalement que d'avoir gagné aux France, même si bon gagner les France pour moi. Et pourtant c'est que les France, hein. Et pourtant pendant une heure j'avais l'impression d'être invincible presque. Mais bon. J'imagine pas ce que ça fait que de gagner les Jeux Olympiques. Ouais, c'est clair. On pourrait poser la question à mes futurs invités, j'espère, qui Exactement. seront champions olympiques. Non, mais oui, oui, c'est clair. Ouais, c'est chouette. Euh, on arrive sur la fin. Je vais te poser quelques questions que je pose donc à tous mes invités. C'est des questions où tu réponds un petit peu au tac, sans trop réfléchir. Et, euh, et voilà. La première, c'est est-ce que tu as un athlète qui t'inspire? Oui, j'en ai plein en fait. Tu m'aurais posé la question il y a 1 ou 2 ans, enfin ou à la perche, du moins je t'aurais dit bah, non, ou alors que sur la technique. Et finalement, oui, dans la manière de réfléchir, je vais retourner sur Stéphane Jagana, parce qu'en fait c'est une des personnes où j'arrive un petit peu à m'identifier, où il y a une part de lui où j'arrive à m'identifier. Après, je le connais pas très bien, pas spécialement. Mais cet aspect réflexion, cet aspect casse-tête, qui plus est sur une discipline comme le 4H, qui finalement est pas très loin du 400 mètres, Mhm. euh, j'arrive à m'identifier ouais, à lui, quoi. Ok. En plus, un coureur de 4 aussi, pas de, pas de plat, mais Non, c'est c'est un pour peu la ça. même discipline. Oui, c'est pour ça. Ok. Ah, et avant ça, tu étais plus sur des perchistes. Quand je dis un athlète qui t'inspire, ça peut Oui, être ça peut être un autre sport. un autre Euh, sport, hein. Ça peut être un autre sport. Non, mais il y en a plein. Après, au niveau du Ok. travail, il va y avoir peut-être Laure Manodou. Là, en ce moment, je regarde pas mal des tennisman parce que je trouve que mentalement, ils ont quand même quelque chose à puiser. En fait, dans tous les autres sports, il y a des choses à À puiser, quoi. creuser. Ouais, grave. Totalement. Ok, Stéphane Delena, ça me convient très bien. Toi qui aimes beaucoup lire, ton livre préféré? J'en ai pas spécialement. Euh, J'avoue que j'aime bien les livres de psychologie en ce moment. Là, pour le coup, c'est un peu plus mental. Mais non, franchement, je ne saurais pas dire mon livre préféré. Ton livre que tu lis peut-être alors en ce moment? Et Viva la vida, je sais même pas l'auteur. Un truc d'été, une romance un peu d'été, voilà, très léger. Très bien, ça me va. Euh, qui aimerais-tu entendre comme prochain invité sur ce podcast? Et ben Stéphane Diagana, hein, on y revient. Waouh, tu me le présenteras alors, ou je demanderai à la personne. Ok, Stéphane Diana, c'est vrai que je pense que des gens comme lui, en plus plutôt accessible, en tout cas, par- il paraît plutôt accessible, je pense que pour le coup là c'est un bouquin, Oui, c'est c'est de pour la ça. valeur de Euh, fou quoi. pardon, ouais. Mm. Good, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Elina, sur le 400 et pour la suite? D'être heureuse, je pense. Non, et puis que ce soit quand même une reconversion réussie. Voilà. Mais écoute, en tout cas, je crois en toi et je pense que tu as l'air de te donner les moyens de réussir dans tout ce que tu entreprends et de faire les choix qui te correspondent. Donc, je vois pas pourquoi tu arriverais pas à tes fins. J'espère, parce que c'est du sport et qu'on n'est jamais sûr, mais bon, voilà. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux et si jamais il y a des gens, des mécènes, des sponsors qui aimeraient prendre contact avec toi, est-ce que tu as une adresse mail à partager ou Oui. simplement sur ton Instagram? Sinon, Instagram, LinkedIn, Ok, t'es un peu présente sur LinkedIn, et du moins j'essaye encore un peu, quoi. parfait. Je les mettrai en description comme Ouais, ça. super, et même mon adresse mail, c'est ok aussi. Parfait, je mettrai tout comme Ouais. ça. On est sûr de pas te manquer. Ah, merci beaucoup. Et, euh, et trop cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était trop bien. Avec plaisir. Hyper intéressant de parler de sujets qui sont pas assez abordés Ouais, je suis d'accord. en France et puis dans la perche qui a cette particularité enfin où il faut avoir une santé mentale à Ouais. toute épreuve pour pouvoir pratiquer cette épreuve et c'est pas toujours le cas donc c'est très intéressant d'échanger sur ces points-là. Merci aux auditeurs qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si cet échange vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. On est sur YouTube, on est sur Spotify et Apple Podcast. N'hésitez pas à partager l'épisode à des gens qui sont susceptibles d'être intéressés. Ça aide l'algorithme à faire remonter l'émission et à faire connaître mon travail. Donc c'est cool. Si vous avez des questions pour Elina ou pour moi-même, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On y répondra avec plaisir. Et puis, bah, Elina, je mettrai tes coordonnées du coup dans la description pour les gens qui veulent te contacter. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange, c'était trop cool. Avec plaisir. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode de Hors Normes jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager cette émission autour de vous. Que ce soit sur Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn ou autre, ça m'aide beaucoup à faire connaître mon travail et à partager toutes ces expériences d'athlète. Si vous avez des idées d'invités, des questions ou simplement envie de réagir, je vous invite à laisser un commentaire sous l'épisode. Je suis Pierre Douat. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes sociales sous le nom de Pierre Douat ou Pierre Odeka. Abonnez-vous et à très vite pour un prochain épisode.